Bonjour et bienvenue pour un nouveau chapitre d'économie de Terminal. Quelle politique dans le cadre européen? La vidéo d'aujourd'hui est la première d'une série de 5 vidéos pour répondre aux objectifs d'apprentissage du programme. Connaître les grandes caractéristiques de l'intégration européenne, marché unique et zone euro. Comprendre les effets du marché unique sur la croissance. Comprendre les objectifs, les modalités et les limites de la politique européenne de la concurrence. Comprendre comment la politique monétaire et la politique budgétaire agissent sur la conjoncture. Savoir que la politique monétaire dans la zone euro, conduite de façon indépendante par la Banque centrale européenne, est unique, alors que la politique budgétaire est du ressort de chaque pays membre, mais contrainte par les traités européens. Comprendre les difficultés soulevées par cette situation, défaut de coordination et choc asymétrique. Pour commencer, la construction européenne débute après la Seconde Guerre mondiale et dès le début, cette construction prend pour institution fondatrice le marché. L'idée est que la constitution d'un grand marché intérieur européen, le marché unique européen, favoriserait les échanges entre les pays concernés, favoriserait donc leur prospérité et par conséquent garantirait la paix. Le processus d'intégration a mené à la fin du XXe à la mise en place d'un vaste marché et à l'adoption d'une monnaie commune. Cette construction européenne s'est accompagnée d'une évolution des politiques économiques nécessaires au fonctionnement du marché unique, et notamment des règles de la concurrence partagée. Si l'Union européenne connaît des turbulences diverses, on se souvient notamment de la sortie du Royaume-Uni en 2020. L'espace économique européen compte 27 États membres représentant 500 millions d'Européens. L'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la Suède, l'Autriche, la Finlande, la Pologne, la Hongrie, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la République tchèque, Chypre, Malte, la Slovénie, la Slovaquie et la Croatie. L'adoption d'une monnaie unique. 20 États membres, l'euro a imposé la construction d'un cadre institutionnel singulier. Chaque gouvernement a la compétence sur sa politique budgétaire et la Banque centrale européenne, la BCE, a la compétence sur la politique monétaire commune, ce qui soulève de très nombreuses difficultés. Et voici les problématiques que nous allons traiter dans ce chapitre. Tout d'abord, quelles sont les différentes étapes de la construction européenne jusqu'à l'adoption d'une monnaie unique et quels en sont les effets économiques attendus? Ensuite, le point cardinal de la construction européenne étant la création d'un vaste marché concurrentiel, il est important de comprendre la place et le rôle déterminant de la politique de la concurrence européenne pour réguler les échanges sur le marché unique. Et enfin, comment s'articulent les politiques économiques conjoncturelles, à savoir la politique monétaire et la politique budgétaire, dans une zone économique avec une monnaie unique? Grand 1. Les grandes caractéristiques de l'intégration européenne, marché unique et zone euro et les effets du marché unique sur la croissance. Grand A. De la constitution du marché unique. Bien, la construction européenne s'apparente à un processus d'intégration économique qui conduit plusieurs économies distinctes appartenant à une même zone géographique à former un seul espace économique. Ce cadre européen a été fait suivant une logique d'approfondissement successif, permettant de constituer un marché intérieur dit unique et d'adopter une monnaie unique, l'euro. L'économiste hongrois Béla Bélassa propose une typologie qui va devenir la référence pour présenter les différents degrés d'intégration d'un espace économique. Dans cette typologie, il distingue plusieurs formes dans une logique qui est toujours cumulative, c'est-à-dire que chaque forme est constituée des caractéristiques de la précédente et d'éléments nouveaux. Il distingue tout d'abord la zone de libre-échange, ensuite l'union douanière, puis le marché commun, l'union économique et enfin l'union économique et monétaire. L'Union européenne et la zone euro constituent les formes d'intégration les plus abouties qui existent aujourd'hui. Alors, précisons ces 5 formes d'intégration. Tout d'abord, la zone de libre-échange. Elle correspond à la suppression des barrières douanières entre les pays membres et la conservation de droits de douane propres à chaque pays avec les partenaires commerciaux extérieurs à la zone. Seconde forme, l'union douanière. L'union douanière correspond donc à la zone de libre-échange
à laquelle s'ajoute un tarif douanier commun vis-à-vis des pays extérieurs à la zone. Troisième étape, le marché commun. C'est une union douanière avec la mobilité des facteurs de production, principalement le travail et le capital. Ensuite, l'union économique, c'est un marché commun avec une harmonisation des politiques économiques des États membres. Et enfin, l'union économique et monétaire correspond au marché commun auquel s'est ajoutée une monnaie commune qui s'ajoute aux monnaies des pays membres ou monnaie unique qui se substitue aux monnaies des pays membres. Le schéma à l'écran illustre parfaitement la théorie de l'intégration économique de Bella Bellassa. La zone de libre-échange est caractérisée par une libre circulation des marchandises entre les États partenaires. L'union douanière est une zone de libre-échange plus un tarif extérieur commun. Le marché commun renforce l'union douanière par la libre circulation des travailleurs, des services et des capitaux. Dans une union économique, le marché commun se combine avec l'harmonisation des politiques économiques. Enfin, l'intégration économique complète, si vous voulez, ou l'union économique et monétaire unifie les politiques monétaires, fiscales et sociales. Appliquons la typologie de Bella Bellassa à la construction européenne. Tout d'abord, la zone de libre-échange. Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, est signé en 1951. À l'origine, l'objectif était de sceller l'entente entre la France et l'Allemagne afin d'engager définitivement ces deux pays dans la voie de la réconciliation. Et puis, la CECA a rapidement inclus l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, ainsi que le Luxembourg. Dès 1957, le traité de Rome institue la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'Euratom, puis la Communauté économique européenne, la CEE, qui étend cette zone de libre-échange à beaucoup d'autres marchandises. Aujourd'hui, l'ACEUM, anciennement ALENA, réunissant le Canada, les États-Unis et le Mexique, constitue un exemple de zone de libre-échange. Ensuite, l'union douanière. L'union douanière, pour rappel, les pays membres harmonisent leur politique douanière en fixant un tarif extérieur commun. C'est au 1er juillet 1968 que les 6 pays membres de la CEE constituent cette union douanière. Puis le marché commun ou marché unique. Rappel, l'objectif est ici d'éliminer les derniers obstacles au commerce en instaurant, en plus de la libre circulation des biens et des services, celle des personnes et des capitaux. Entre 1986 et 1992, 12 pays adoptent le programme du marché unique. La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. L'Acte unique européen a été adopté en 1986 et entre en vigueur en 1993. Le marché unique correspond à un espace de libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. L'union économique à présent correspond à un marché commun auquel on rajoute l'adoption d'objectifs de politique économique communs, comme par exemple l'harmonisation des règles de la concurrence ou encore la reconnaissance mutuelle des diplômes. C'est le traité de Maastricht signé en 1992 et qui entre en vigueur au 1er janvier 1993 qui va permettre cette harmonisation en créant l'Union européenne. Et ce traité prévoit également l'instauration d'une monnaie unique. Enfin, l'union économique et monétaire. L'union économique à laquelle s'ajoute donc l'adoption d'une monnaie unique en 1999. À ce jour, seule l'Union européenne a atteint la 5e et dernière phase de l'intégration régionale au niveau mondial. Le processus d'intégration européenne est complété par la constitution donc de la zone euro, dans laquelle 20 pays membres ont accepté de renoncer à leur politique monétaire afin d'adopter une monnaie unique conformément au traité de Maastricht. Grand B à l'adoption de l'euro, les pays membres de l'Union européenne et de la zone euro. Sur cette carte, on voit en jaune les pays membres de la zone euro et puis en bleu les pays qui sont membres de l'Union européenne et qui ne sont pas membres de la zone euro. Au total, 7 pays
ne font pas partie de la zone euro, bien qu'ils fassent partie de l'Union européenne. Il s'agit de la Suède, du Danemark, de la Pologne, de la République tchèque, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Bulgarie. Le dernier pays à être entré dans la zone euro, donc en 2023, est la Croatie. Au 1er janvier 1999, 11 pays membres de l'Union européenne abandonnent leur souveraineté monétaire et confient leur politique monétaire à la Banque centrale européenne. Les pièces et les billets entreront en circulation pour la première fois le 1er janvier 2002. L'acte unique dont nous avons parlé tout à l'heure, signé en 1986, a permis la libéralisation des mouvements de capitaux. À ce moment-là, l'unification monétaire devient nécessaire. En effet, il est impossible, selon Robert Mundell, économiste, de concilier stabilité des taux de change, mobilité des capitaux et autonomie des politiques monétaires. Il parle de triangle d'incompatibilité, qui implique de choisir 2 des 3 éléments du triangle. À partir du moment où l'Europe souhaite la stabilité des changes et rend les capitaux mobiles, il n'est plus possible pour chaque État de mener sa propre politique monétaire. Et cela s'explique très simplement par le fait que tout écart de taux d'intérêt induit par des choix différents de politique monétaire par les différents pays engendre alors un mouvement de capitaux vers le pays où ils seront mieux rémunérés. Cela implique évidemment des transactions sur le marché d'échange qui vont se traduire par la dépréciation de la monnaie du pays d'où partent les capitaux puisque les ventes contre une autre monnaie augmentent et à l'inverse, l'appréciation de la monnaie du pays où ils affluent, puisque les achats de celle-ci contre une autre monnaie augmentent. La stabilité des taux de change ne peut donc être garantie, sauf à remédier à l'autonomie des politiques monétaires. Pour pouvoir adopter la monnaie unique, les pays membres de l'Union européenne ont dû respecter des critères de convergence, critères de Maastricht, qui ont donc été établis lors de la signature du traité de Maastricht le 7 février 1992 et qui apparaissent donc dans l'article 121 du traité instituant la communauté européenne. Ces critères sont fondés sur des indicateurs économiques et ils concernent la maîtrise de l'inflation, la maîtrise de la dette et la maîtrise du déficit public et enfin la convergence des taux d'intérêt. De manière plus précise, le déficit public, c'est-à-dire le déficit des administrations publiques, celui de l'État, celui des collectivités locales et celui des organismes de sécurité sociale doit représenter moins de 3% du PIB du pays. Ensuite, la dette publique, le montant total des emprunts non remboursés de toutes les administrations publiques, États, collectivités locales et organismes de sécurité sociale, ne doit pas excéder 60% du PIB du pays. Ensuite, le taux d'inflation ne doit pas dépasser de plus de 1,5 point la moyenne des 3 pays de l'Union monétaire ayant la plus faible inflation. Et enfin, les taux d'intérêt à long terme ne doivent pas dépasser de plus de 2 points la moyenne des taux d'intérêt à long terme dans les 3 pays les moins inflationnistes. Avant d'étudier les avantages qui sont attendus d'une monnaie unique, revenons au chapitre de première, qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée, afin d'expliciter en quoi l'euro correspond aux 3 fonctions de la monnaie. Alors souvenez-vous, les économistes définissent généralement la monnaie par ce qu'elle fait, ou plus précisément par ses fonctions. Et la monnaie remplit 3 fonctions économiques. Elle est un intermédiaire des échanges, c'est-à-dire que les biens et les services s'échangent contre de la monnaie. Elle est une unité de compte, la valeur des biens et des services, leur prix est exprimé en unité monétaire. Et enfin, elle est une réserve de valeur. La monnaie peut être conservée sans trop perdre de valeur au cours du temps. En tant que monnaie, l'euro remplit donc 3 fonctions principales. En tant qu'intermédiaire des échanges, effectivement, l'euro est utilisé et accepté par les agents économiques comme moyen de paiement. En tant qu'unité de compte, tous les prix sont exprimés en euros. Et enfin, en tant que réserve de valeur, l'euro peut être conservé dans le temps sans crainte de perdre de sa valeur. Quels sont donc les avantages attendus de la monnaie unique? Eh bien, il y en a plusieurs. Premier avantage,
La monnaie unique permet de réaliser des économies du fait de la suppression des coûts de transaction de change, mais également de l'incertitude liée au risque de change. En effet, convertir, une devise dans une autre monnaie, dans une autre devise, va générer des frais bancaires qui vont varier d'un établissement bancaire à un autre, et qui correspondent en fait, en général à une faible commission de 1 à 2 du montant, échangé, mais qui peut être plus élevé lorsque la devise n'est pas tellement échangée sur, le marché des devises. De plus, il existe également, en cas de transaction de change récurrente, une incertitude qui peut être liée au risque de change. Et cette incertitude et ce risque, c'est celui de perte de change qui se produit lorsque l'évolution de la valeur d'une devise par rapport à une autre est défavorable, eh bien à l'agent économique, ce peut être une entreprise par exemple. Bien. Ensuite, la comparaison des prix est facilitée, car les produits sont exprimés dans la même unité monétaire. Donc cela génère davantage de transparence, au niveau des produits et donc il est plus simple de les comparer, ce qui favorise la concurrence et les échanges de produits. Enfin, la monnaie unique permet également de faciliter les opérations d'investissement dans les autres pays membres. Un autre avantage de la politique monétaire unique et qu'elle rend impossible aux différents pays de dévaluer leur monnaie pour améliorer de manière déloyale donc leur compétitivité et donc l'emploi local. En effet, conformément au chapitre de terminal sur le commerce international, le choix de baisser la valeur de sa monnaie par rapport à une autre redonne de la compétitivité prix à ses exportations et baisse celle du partenaire commercial, ce qui a un effet positif sur la demande via les exportations et par conséquent, toutes choses égales par ailleurs, sur l'emploi. Il existe cependant un inconvénient majeur qui est celui de la perte pour les pays concernés du pilotage d'un instrument central de la politique économique, la monnaie, qui permet de faire face à des chocs de demande ou à des chocs d'offres. Et c'est ce que nous allons étudier également dans ce chapitre. Grand C, les effets du marché unique sur la croissance économique. Bien, la sortie récente du Royaume-Uni de l'Union européenne a pu poser la question de savoir s'ils avaient pris la bonne décision quant aux effets possibles de cette sortie sur leur croissance. Malgré tout, nous l'avons vu notamment dans le chapitre de terminal sur le commerce international, diverses études ont montré les effets positifs du commerce international sur la croissance économique. Et les conclusions de ces études peuvent être appliquées au marché unique. En effet, la suppression des barrières aux échanges entre les pays membres du marché unique européen et l'accroissement du commerce qui en résulte favorise la hausse du produit intérieur brut en termes réels par trois principaux canaux. Tout d'abord, la diminution des barrières au commerce engendre une baisse des coûts, ce qui est favorable à la production. Par exemple, les coûts de production d'un bien diminuent lorsque les droits de douane sur un composant fabriqué à l'étranger baissent ou lorsque les normes sont harmonisées. Ensuite, en ayant accès à de nouveaux marchés, les entreprises augmentent la taille de leur production car elles peuvent bénéficier de la baisse du coût unitaire de production en présence d'économies d'échelle. Ceci favorise la compétitivité prix des entreprises et donc la baisse des prix pour les consommateurs et la hausse de leur pouvoir d'achat. Enfin, l'ouverture des marchés augmente le degré de concurrence entre offreurs et par conséquent leur incitation à innover. La baisse des prix induite par la création de nouveaux produits dans le cadre d'une compétitivité hors prix augmente alors la demande et ainsi les entreprises produisent davantage. Le schéma suivant synthétise le raisonnement. Le développement du marché unique entraîne une augmentation des échanges de biens et de services à l'intérieur de la zone par l'intermédiaire de trois canaux, la baisse du coût des produits intermédiaires, la baisse du coût unitaire de production dans le cadre d'économies d'échelle et l'augmentation de la concurrence qui favorise l'innovation, entraînent tous les trois une hausse de la demande et de la productivité qui ont des effets positifs sur la croissance économique. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour le volet numéro 2 de la série. À bientôt!